Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'actualité PSG. Pas de sujet précis mais des informations pêle-mêle qui concernent le mercato, l'infirmerie et les comptes du club parce qu'il y a une grosse rentrée d'argent à prévoir jusqu'à 2024 grâce à un bon coup à court terme de la LFP. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Installez-vous et commençons avec Draxler qui aurait un courtisan. On rappelle que ce week-end il a fait une déclaration un petit peu évasive sur son avenir. La Coupe du Monde, évidemment, en fin d'année au Qatar, joue beaucoup dans son approche contractuelle vis-à-vis du PSG. Cette saison, il n'a pas prétendu à plus qu'une place dans la rotation. Il s'est même blessé durant l'hiver. Il a été au Qatar durant sa convalescence et tout ça. On l'a peu vu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que la saison dernière, il y avait quand même une nouvelle dynamique qui s'était installée avec l'arrivée de Pochettino chez Draxler. Alors, c'était pas non plus flamboyant, mais dans les gros matchs, rappelons que Pochettino le préférait à certains autres joueurs parce qu'il était propre techniquement dans les sorties de balles. Voilà, dans le plan de jeu de Pochettino qui était de subir, bien défendre comme des guerriers et relancer proprement, Draxler rentrait parfaitement là-dedans. Surtout qu'en plus, tu lui demandais pas de presser très intensément. Voilà, juste de se replier, venir sur l'alignement avec les milieux. Et bon, pour la Ligue des Champions, il est capable de le faire. Ça avait donné un petit souffle, on va dire, un petit bol d'air frais dans l'aventure parisienne de Draxler. Aventure parisienne qui concerne plus la ville que le club et le football. Hein. C'est vrai qu'il s'est complètement déconcentré. Ça n'a pas empêché le club de le prolonger jusqu'en 2024, même si, soyons objectifs, il y a une baisse de salaire à la clé. Aujourd'hui, il touche 5,2 millions annuels. Ça reste énorme, bien évidemment. Prolongation qui aujourd'hui est infructueuse bien sûr, mais bon, le joueur reste quand même jeune, c'est pas comme un Wijnaldum ou Gueye, Herrera qui ont passé la trentaine, il y a quand même une valeur marchande qui fait que tu peux négocier un prêt avec une option d'achat obligatoire ou pas, ou tout simplement un transfert sec, quelques millions bien sûr. Pour le joueur, l'idéal serait de partir libre, hein, parce que évidemment, si il ne part pas libre, il est obligé de faire un effort sur son salaire parce qu'aucun club lui payera plus de 5 millions de salaire par an. Et puis en plus, libre, il a aussi une prime à la signature qui lui permet d'avoir du cash comme ça. Bref, le FC Séville s'intéresserait à Draxler. Selon Estadio Deportivo, la source n'est pas folle. Monchi, le directeur sportif là-bas, le suit depuis longtemps, depuis qu'il est à Schalke 04. Il en est un grand admirateur. En même temps, Draxler, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est quand même apprécié dans le milieu du mercato des transferts. Il a toujours eu une petite cote parce que c'est un joueur talentueux. Alors personnellement, je trouve que, bien sûr, son aventure au PSG est loupée. Il y a deux choses que tu peux imputer au club. Le joueur, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'émettre les mêmes critiques que celles qu'on a fait depuis 5 ans. Voilà, c'est redondant. Évidemment, il y a un manque d'investissement. Évidemment, en termes de pressing, il est très très nonchalant, il court peu et puis techniquement, quand il a le ballon, tu as l'impression qu'il s'en fout un petit peu, hein, il joue simple, il veut se débarrasser du ballon, tu as l'impression qu'il lui brûle les pieds. Pour ce qui est du club, bien sûr, le recruter en janvier 2017 pour quasi 40 millions d'euros, alors qu'il était dans une situation assez délicate, et surtout pour 6 mois après recruter Neymar Mbappé, tu te dis la politique, est-ce qu'elle est cohérente? Et derrière, d'un point de vue tactique, pour moi en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'Unai Emery et ensuite Thomas Tuchel se sont entêtés à vouloir lui donner du temps de jeu au milieu de terrain parce que devant il n'y avait pas de place pour lui, alors que c'était une erreur en fait. Il n'a aucune référence à ce poste-là, il n'a jamais été vraiment à l'aise, et au mieux, il a fait des matchs passables. Moyen, mais jamais des bons matchs au milieu de terrain. Draxler, ça reste un ailier pur. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, tu peux t'en servir en fait. Malheureusement, tu as Messi, tu as Neymar qui sont des titulaires indiscutables, qui faussent complètement ta concurrence. Mais c'est vrai que demander à Draxler de coller la ligne, d'échanger avec les latéraux, ça peut être un bon relais par exemple pour Achraf Hakimi ou Nuno Mendes. Parce que Draxler, c'est quelqu'un qui, dans le demi-espace, est évidemment très bon pour recevoir dans les petits espaces. En 1 contre 1, il peut éliminer. Il peut aussi jouer en première intention. Aujourd'hui, c'est sa principale qualité. Quand je le vois, le peu de Draxler qu'on voit, c'est sa capacité à jouer en première intention. Je me rappelle de sa passe décisive, je crois, contre Leipzig, si je dis pas de bêtises, pour Mbappé. Voilà, direct, c'est formel, ça casse les lignes, c'est vertical, c'est très incisif. Et c'est quelque chose qui le démarque un petit peu des autres dans l'effectif quand tu sais que Messi et Neymar, par exemple, ont tendance à trop tenir le ballon et que Di Maria n'a même plus la lucidité et cramé au point de ne plus pouvoir distribuer, tout simplement. Voilà, c'est la seule qualité que je trouve à Draxler. Après, il y a la Coupe du Monde.
c'est un miracle qu'ils soient encore là durant cette trêve internationale avec l'équipe allemande, tout comme Thilo Kehrer. Et bien sûr, lui, il se pose des questions. Pour moi, cet été, s'il y a une bonne offre, bien sûr qu'il faut s'en séparer. Le FC Séville, personnellement, je mets une petite pièce sur eux quand même. C'est pour ça que je les cite dans la vidéo, parce que c'est vrai que c'est un club qui pourrait vraiment conclure et qui surtout pourrait intéresser le joueur. C'est ça le plus important. Voilà. Évidemment, il lui faut du temps de jeu, même si l'idéal pour lui, ce serait peut-être de retourner en Allemagne d'un point de vue visibilité par rapport au sélectionneur allemand. Passons à l'infirmerie. Avec le retour de Sergio Ramos qui se précise, il s'entraîne quotidiennement et surtout bien, normalement, et il pourrait faire son retour contre l'Orient. Voilà, alors évidemment, c'est une nouvelle qui ne sert pas à grand-chose, parce que la saison s'est terminée le 9 mars à 23 h lorsqu'on s'est fait fusiller au Santiago Bernabéu. D'ailleurs, il avait fait le voyage, et puis derrière, il avait liké des publications sur les réseaux sociaux qui lui demandaient de revenir à la maison, de revenir au Real Madrid et tout ça. J'avais trouvé ça un petit peu limite, même si ce ne sont que des likes. Rappelons qu'on avait fait un procès absolument énorme à Thomas Meunier pour le like du tifo marseillais. Bref, Ramos qui pourrait faire son retour. Pour moi, je m'entête, je m'entête. Système à 3, Nuno Mendes, Achraf Hakimi libéré, tout simplement. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il n'y a que ça à imaginer. En plus, Sergio Ramos dans un système à 3, c'est vrai que sur sa carrière, il n'a pas été vraiment à l'aise, on va dire, dans ce système-là, mais il permettrait à Marquinhos, évidemment, de se donner un second souffle, voilà, d'entraîner une nouvelle dynamique pour lui. Et vraiment, je vois ça d'un bon œil, parce que Marquinhos, dans l'axe de ce trio défensif, qui remonte au milieu de terrain en phase de contre-pressing, pressing et sans ballon, ça me paraît être une bonne solution en fait. Voilà, pour que Marquinhos se réinvente un petit peu, se donne de l'air, même si on espère et je pense que la trêve internationale a déjà joué dans ce sens pour les Sud-Américains et tous les autres. Di Maria, pas d'offre de prolongation à l'instant T du PSG selon Fabrizio Romano. On se dirige vers un départ, tous les médias sont concordants et de toute façon ça respecte la logique de toute façon. Voilà, il y a aussi un autre fait qu'il faut énoncer, tapis rouge, cérémonie officielle, et on l'espère dans la meilleure des ambiances au Parc des Princes pour une légende du club. Ne faisons pas les erreurs qu'on a fait avec Cavani et Thiago Silva. Voilà, qui sont partis avec, un petit mot sur les réseaux sociaux et rien d'autre, même s'il y avait le contexte Covid pour eux. Bref, Di Maria, évidemment, légende absolue du club, meilleur passeur de l'histoire, des statistiques fantastiques, une régularité incroyable, et pour moi, je pense qu'il peut prétendre, alors c'est un titre qui est honorifique, qui est symbolique, mais c'est un titre quand même, surtout depuis l'arrivée de QSI, au titre tout simplement, je fais référence au meilleur joueur de l'histoire du club en Ligue des Champions. En termes de référence, c'est absolument incroyable. Voilà. Alors évidemment, tu penses au match, le 3-0 contre le Real Madrid. Rappelons aussi sa demi-finale contre Leipzig. C'est juste un putain de classique. Et le match retour contre le Bayern Munich la saison dernière, incroyable. Je vous invite à aller voir les compilations des Neymar, des Di Maria, voilà, des Paredes aussi. Et surtout de la maîtrise technique du PSG. Tu te dis comment en un an, on est passé de ça à ça. Alors oui, évidemment, on perd le match, mais dans le jeu, on domine, on manque de lucidité dans le dernier tiers, et sinon en termes de maîtrise technique, mais on bouffe le Bayern Munich qui nous presse intensément. Vraiment, cette prestation de Di Maria a été absolument phénoménale. Dans les sorties de balles, dans la distribution, entre les lignes, dans les 1 contre 1, il y a quelques petits ponts, quelques gestes, total régal, et puis surtout la quasi passe décisive pour Neymar qui la loupe d'un cheveu, d'une pointure de pied sur ce fameux centre, on s'en souvient tous. Bref, évidemment, au revoir Di Maria, sorti par la grande porte, on l'espère. D'un point de vue sportif, c'est pas le cas parce que sa saison est loupée. Thilo Kehrer, alors ça par contre c'est une autre information, il n'envisage pas de prolonger. Voilà, fin de contrat en 2023, on rappelle qu'on l'a recruté pour 37 millions d'euros, 1 an de contrat, c'était une masterclass absolue. Je pense que déjà, il est arrivé trop tôt au PSG. En fait, il n'a pas fait de club tremplin entre la Bundesliga, Schalke 04 et le PSG pour éventuellement bosser l'aspect mental et physique, mais aussi l'aspect tactique. Parce que tout de suite, dès ses premiers mois, alors l'exemple parfait, c'est tous les pénaltys qu'il concède, ça traduit un déficit intellectuel en termes de gestion tactique, d'approche tactique du jeu, qui est cruel en fait. Voilà, qui lui a coûté très cher contre Manchester United. Ensuite, il y a eu une spirale négative d'un point de vue psychologique, d'un point de vue des performances et d'un point de vue physique aussi. Parce que c'était un joueur qui n'était plus fiable. Voilà, la saison dernière, pareil. Il est revenu du premier confinement, stock, comme un dingue.
Vraiment, il avait fait la musculation. Alors, ça faisait plaisir quand tu voyais les kilos en trop de Mauro Icardi et tout ça. Et du coup, pour le Final 8, bah, personnellement, oui, au mois de juillet, je me souviens, au mois de juillet 2020, je mettais une pièce sur lui. Ah, je me disais, c'est vrai que Thilo Kehrer, t'as l'impression qu'il a changé en fait, il a plus la même tête, il a l'air un petit peu plus épanoui, libéré d'un poids. Au final, bon, il y a cette finale de Ligue des Champions, alors c'est vrai que sur le duel à chaud, il avait pris cher, hein. Mais bon, à froid, tu te dis que c'est pas non plus celui, le coupable numéro un de notre défaite contre le Bayern. Et puis derrière, bah, c'est dommage parce qu'il n'a pas eu de dynamique. Je crois qu'il se blesse en décembre 2020, si je dis pas de bêtises. Et puis là, cette saison, il a fait un bon début de saison. Au mois de janvier, il y avait une vraie montée en puissance. Vraiment, il a eu un vrai rôle dans la rotation. Et là, je me suis dit, ça y est, il est passé à autre chose. Problème, comme avec Draxler en fait. On croit que au poste de latéral droit, il a eu des références, il a fait des bons matchs et qu'on peut se permettre, je fais référence au staff du PSG, c'est pas nous qui prenons les décisions, mais on pense qu'on peut continuer à le titulariser là-bas. Et le problème, c'est que ça dépanne ni le PSG parce qu'il nous fait des prestations catastrophiques à ce poste-là, ni lui en fait, parce qu'il n'est pas à l'aise. Il le fait volontiers, mais il n'est pas à l'aise. Donc Thilo Kehrer, c'est comme Abdou Diallo avec le poste de latéral gauche en fait. Même si Abdou Diallo, c'est vrai que son match à Old Trafford contre Manchester United et la mi-temps quand il rentre contre le Barça au match retour la saison dernière, il est très très solide. Il fait de très bons matchs au poste de latéral gauche. Mais sinon, dans sa globalité, les deux, ça doit jouer dans l'axe en fait. C'est pour ça que cet été, si on pouvait séparer d'un des deux pour faire vraiment, pour offrir un vrai statut à l'autre, alors ici dans la balance, pour moi, c'est équilibré parce que j'apprécie quand même Kehrer, un défenseur à l'allemande, Bundesliga, qui est assez agressif, qui ne fait plus de fautes inutiles, à la relance qui prend des risques, qui est assez bon en termes d'intelligence de jeu, dans les duels, sur les appuis aussi, c'est quelqu'un qui les gère plutôt bien. Quand il est dans l'axe, encore une fois, quand il est latéral droit, c'est absolument une parenthèse parce qu'il est mauvais. En témoigne sa première mi-temps quand on prend 3-0 là, en 45 minutes contre Nantes dernièrement. Et sinon, dans l'axe, je trouve qu'il est à la limite sous-coté, en fait, par toutes les insultes, tout ce qu'il a pris, en fait, sur les réseaux sociaux par rapport aux supporters parisiens. Et ces histoires de Manchester United, la finale de Ligue des Champions contre le Bayern, eh ben, ça a faussé un petit peu les avis. Ça fait qu'il y a un manque d'objectivité dans la communauté. Moi, personnellement, je fais partie des indulgents avec lui. Après, fin de contrat 2023, s'il y a une offre cet été, bien évidemment, ça dégage. Voilà. Et puis à côté, tu dis à Abdou Diallo, pareil, je faisais une balance. Abdou Diallo, selon moi, a quand même un avantage sur Thilo Kehrer. J'aime bien les deux, mais avantage Abdou Diallo. D'abord parce qu'il n'a pas un passif casier judiciaire, quoi, alors que Thilo Kehrer, il l'a quand même pour sa passe contre United. Lui, Abdou Diallo, bon, il nous a pas coûté beaucoup de mal, il nous a pas coûté grand-chose en termes de fait de jeu. C'est vrai que c'est 35 millions quand même, mais c'est quand même un homme, avant d'être un joueur, qui pose pas de problème, qui coûte pas cher aussi, qui est humble, français, ça c'est important aussi pour les listes UEFA et tout ça. Et puis en termes de défense, c'est vrai que sur le terrain il est correct en fait. En décembre il faisait de bons matchs et Abdou Diallo, sincèrement, je comprends pas le traitement qui lui est réservé en 2022 au club. 0 minutes sur le mois de janvier, et février quelques minutes, mais c'est vraiment famélique. Alors oui, il y a eu la CAN qui est passée par là, enfin il en est revenu depuis. Et puis en décembre, il a fait 3 matchs, 3 bons matchs en fait, parce que c'est quelqu'un qui est déjà gaucher. C'est important d'avoir des gauchers dans ton effectif. Et très sincèrement, sans la CAN, je pense qu'il aurait vraiment concurrencé Kimpembe, qui fait une saison plus que moyenne. On le rappelle, je ne cesse de le répéter dans mes vidéos. J'ai peur qu'on pense que je m'acharne sur lui. Mais là, on parle encore de la défense. Il faut encore faire ce constat. Kimpembe qui fait une saison plus que moyenne, pour pas dire mauvaise. Pour moi, Abdou Diallo, si on lui avait laissé les moyens de continuer sur sa lancée, et puis s'il n'y avait pas eu la CAN, et ça, voilà, on ne peut pas lui en vouloir, on peut en vouloir à personne, je pense qu'il aurait eu une bonne dynamique. En plus, à la relance, il est intéressant. C'est quelque chose qui caractérise la saison moyenne de Kimpembe. Les sauts de concentration, des fautes bêtes, et aussi, il prend plus de risques à la relance, Kimpembe. Il fait plus grand-chose, en fait. Il est assez... il est impassible. Il est spectateur à la relance. C'est plus le défenseur qu'on connaissait qui prenait des risques. Alors parfois, ça payait pas. Il perdait le ballon un petit peu plus haut sur le terrain. Mais au moins, il tentait. Et moi, personnellement, les joueurs qui tentent, qui prennent des risques pour le bien de l'équipe, voilà, je leur tombe pas dessus. Même si parfois, c'est infructueux.
Ben là, aujourd'hui, il les prend plus, ces risques Kimpembe. Abdou Diallo les prend, il est assez juste techniquement, c'est transversal et tout ça, c'est vrai qu'elles étaient propres. Et puis dans les duels, bon, bah, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'intelligence, un sens du jeu, une intelligence situationnelle assez développée. Bref, Thilo Kehrer offre cet été sa part. Et évidemment, faut pas le laisser partir librement en 2023. Après, pour acheter un an de son contrat, 10-15 millions, quoi. Hein. 20 millions, c'est vraiment le bout du monde. Bref, terminons avec justement ce deal négocié par la LFP. Alors, vous connaissez tous l'état du foot français avec le Covid et l'échec Mediapro. C'est catastrophique. Il y a des clubs qui sont menacés tout simplement de mettre les clés sous la porte, hein, tout simplement, de fermer, de faire faillite et tout ça. Et donc, pour remédier à ça, la LFP a fait un bon move à court terme. À moyen et long terme, il y a quand même des gens qui émettent des réserves. En gros, ils vont créer une société commerciale qui est estimée à quelques 11 milliards d'euros. Et ils vont céder 13% de cette société à un fonds d'investissement, CVC, luxembourgeois, qui est très implanté un petit peu partout dans les sports. On ne peut pas dire que ce soit des gens qui ne s'y connaissent pas, parce qu'ils sont passés, je crois, par la Formule 1, le rugby, et plus récemment, ils ont fait la même chose avec la Liga, pour un petit peu plus de 2 milliards d'euros. Malgré la réticence des plus grands clubs espagnols, ils l'ont fait. Voilà. Donc là, la LFP va céder 13% de cette fameuse société commerciale, donc 13% de 11 milliards, ça fait 1,5 milliard d'euros, qui vont être versés par le fonds d'investissement CVC. C'est 1,5 milliard d'euros. Évidemment, ils vont servir à quelque chose. Il y en a 170 qui vont permettre de rembourser intégralement et immédiatement le prêt garanti par l'État qui avait été octroyé lors de la crise Covid. On rappelle que l'État avait prêté 250 millions à la Ligue pour permettre tout simplement au foot de rester en vie, hein, avec l'arrêt de la Ligue 1 notamment. Bref, il restait 170 à rembourser, ils seront évidemment octroyés pour ça. 100 millions vont aller à la constitution d'un fonds de réserve. C'est-à-dire qu'on va les mettre de côté, on va les coffrer au cas où il y a une nouvelle situation exceptionnelle, on a besoin de fonds. Il y en a 100 qui sont de côté. On économise, on garde. Et 100 vont aller justement dans cette société pour la faire fonctionner. En gros, payer les salariés et tout le bordel. Bref. Et donc, il en reste 1,1 milliard qui vont être répartis entre les clubs de Ligue 1. Alors ici, dernièrement, il y a eu des négociations qui restent à officialiser, je crois, par un vote le 1er avril. Mais tout est ficelé. Il manque juste la signature et tout ça. Donc 1,1 milliard. Alors la répartition, évidemment, là, les présidents de clubs ont négocié dur. À la base, nous, ce qui nous intéresse, c'est le PSG. Le PSG demandait 30%. Au final, ils ont fait un effort. Enfin, ils ont fait 2 efforts. Ils vont en avoir que 17%. Là, on peut quand même louer l'attitude du PSG, qui permet à des Lyon ou Marseille, par exemple, d'avoir quand même 90 millions. Hein. Ils vont se faire 90 millions jusqu'en 2024. Les deux, hein. Voilà, 90 millions chacun. Et puis les autres clubs, en fait, ils permettent aussi d'échelonner le paiement des 200 millions qui vont être donnés au PSG. Donc 17%, ça fait 200 millions pour le PSG, qui est tout seul. En haut, hein, tu as le PSG 200, ensuite tu as Lyon et Marseille à 90, et les autres clubs. Ça va être échelonné. C'est-à-dire qu'en juillet, là, on va toucher 16 millions et demi, en 2023, 50 millions, et en 2024, 133,5 millions. Évidemment, ce sera intéressant à ce moment-là. Pourquoi échelonner ? Parce que ça va permettre en fait aux autres clubs, aux petits clubs du bas de tableau et dans le ventre mou de la Ligue 1, de toucher plus tout de suite. Parce que ce sont des clubs qui sont dans un besoin urgent. Nous, évidemment, on est puissant, on fait des recettes en fait. Et on a aussi QSI qui nous apporte, au cas où, hein, évidemment, une revalorisation de l'investissement et tout ça. Donc on est tranquille. Mais eux, à très court terme, évidemment, il faut les sauver. Voilà, le PSG, double effort, 17% au lieu de 30%. Et échelonnement qui permet aux petits clubs de toucher plus rapidement. Voilà, dans tous les cas, 200 millions, c'est pas rien en fait. Je voulais l'expliquer en vidéo pour que vous compreniez. Parce que c'est vrai que 200 millions, même si c'est sur 3 ans, ça se trouve que sur ces 3 ans, ces 200 millions que la LFP va nous verser, ce sera plus que toutes les ventes qu'on va faire sur cette même période, hein, évidemment. Et les 16,5 millions qu'on va toucher en juillet, ça se trouve, ça va fracasser le montant des ventes que Leonardo va être missionné de faire. Enfin, Leonardo. Ou le futur directeur sportif. C'est vrai qu'ici, je me trompe, la situation est quand même très indécise. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu tout compris. On n'est pas des experts en économie, bien sûr. Et puis, les petites informations mercato qui vont bien, on les a listées. Il y en avait d'autres que j'avais dans mes brouillons, et du coup, on les traitera plus tard dans la semaine, parce que je ne veux pas faire une demi-heure de vidéo non plus. N'hésitez pas à poser un like si ça vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très prochainement. Ciao les amis.